Bonjour. Oh, merci de me recevoir. Mais moi, je me pose la question. Le FCC est resté absent presque pendant 3 ans pour le premier quinquennat de Félix Antoine Tshisekedi et vous resterez encore absent pendant les 5 prochaines années. Vous allez disparaître politiquement, non? C'est pas là une mauvaise décision prise par votre autorité morale. La politique de la chaise vide, hein. Ça paye pas, Ça paye pas. Qu'est-ce que je peux répondre? C'est une question directe, c'est vrai. Sur le plan politique, il y a des décisions quand même à prendre. Est-ce que je réponds en tant que membre du FCC? Oui. Vous l'êtes plus? Ou une personne qui avait déjà pris une position comme un indépendant. Puisque je me rappelle la dernière fois, je crois que j'étais à Héritage, j'avais dit je préfère prendre les choses comme un indépendant qui observe et qui regarde et qui décide à quel moment il peut reprendre les activités politiques. Puisque j'ai trouvé que nous sommes en train de faire une politique le plus souvent du plus fort. Hein? Tout le monde veut, quand on est en politique, on dit c'est moi et l'autre ne peut pas faire, etc. Et moi j'ai trouvé qu'avec mon expérience, c'est pas une bonne politique. Hein? Et souvent ça devient des politiques comme on le voit aujourd'hui. Nous avons gagné, c'est nous de l'Union sacrée, les autres n'ont plus rien à dire, n'ont rien à dire. Demain c'est ensemble, les autres ne doivent rien dire. Avant c'était FCC, les autres ne doivent rien dire. Et vous savez, cette politique, où est-ce qu'elle nous a menés aujourd'hui? À un pays qui est toujours comme si on est au point de départ, on ne décolle pas. Alors, en 2019, j'étais dans le gouvernement Inunkamba. C'était un gouvernement de Cash et FCC. Du fait que la majorité était au FCC, mais le président qui était élu, c'est un président de Cash. Pour gérer le pays, il fallait nécessairement qu'il y ait une coalition pour faciliter au président d'avoir une majorité au niveau de... Donc il y a eu ce compromis-là entre le Cash et le FCC. Vous vous rappelez, quand on avait fait cette coalition-là, eh bien tout le monde avait acclamé en disant, pour une fois, ceux qui étaient à l'opposition vont se mettre avec ceux qui étaient au pouvoir. Et c'est une bonne chose, une expérience qu'on peut, je crois, faciliter pour qu'on voit si on peut maintenant faire décoller le pays, aller vers l'avant. Malheureusement, cette coalition n'a pas fait plus de 2 ans. Donc le gouvernement a fait 1 année, je crois, et 10 mois. Moins de 2 ans. Et il y a eu ce que vous connaissez déjà, donc la rupture FCC-Cash. Les raisons de cette rupture, nous le disons toujours, c'était une première expérience. Comment s'accepter d'abord, ensemble, quand vous formez cette équipe FCC-Cash. Et quand vous avez l'équipe, vous savez, une équipe, il faut toujours un leader. Le problème d'avoir 2 leaders qui gèrent la coalition avait déjà posé un problème. Puisque les gens pouvaient faire certaines choses de ce côté en disant de l'autre côté, l'autre ne peut rien dire. Et pourtant, nous avions 2 chefs qui se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble. Non, je parle de la coalition. Nous avons un seul chef pour le pays. Et dans la coalition, même quand il faut discuter de la politique à faire dans le cadre informel, puisque beaucoup de choses se discutent parfois dans l'informel avant que ce soit formel. Et donc dans l'informel, il y a quand même des discussions. Mais dans ces discussions-là, chacun se voyait dans son camp.
le camp Cash ou bien le camp FCC. Et certaines choses, on ne pouvait pas s'entendre et bon, si au niveau maintenant national, quand nous revenons maintenant au formel, où nous avons un président de la République, un gouvernement, un parlement, Sénat, il peut se faire que quelque chose qui est voulu par les gens du FCC soit refusé au Parlement par les gens de Cash. Nous avons vu des mouvements où c'est un leader de Cash, dans le temps, M. Kabound, qui s'est opposé totalement à Mabunda, qui était la présidente de l'Assemblée, et pour commencer même à chasser les gens de FCC au bureau. Et donc, vous voyez, il n'y avait pas l'union pour qu'on parle d'équipe solide, avec un leader. Moi, je disais qu'il faut un leader. Hein, comme vous savez déjà que quand on a une équipe, c'est un leader politique, un leader du mouvement, de tout l'ensemble qui doit nécessairement donner les initiatives et les autres suivent. C'est des initiatives du leader. Cette expérience de se mettre ensemble sans qu'il y ait un leader au-dessus qui prend plus les initiatives pour tout le monde et tout le monde suit, ça fait que ça n'a pas réussi. C'est le cas d'ailleurs de ce qu'on observe actuellement avec l'Union sacrée. C'est différent là. Si aujourd'hui, on continue à dire que tout doit se décider au niveau du présidium, il y a plusieurs personnes au niveau du présidium, sans que le leader au-dessus, le président de la République lui-même, ne prenne les choses et laisse les choses au présidium. Vous voyez, il y a toujours cette tendance à la rupture. Donc, ça veut dire que dans ce cas, vous avez décidé de retirer. Au lieu d'être là et essayer de trouver un commun accord. Un commun accord dans quel sens? Donc, quand il y a eu la rupture FCC Cash, bon, une des raisons dont on disait que le FCC ne laisse pas le président Tshisekedi prendre les initiatives, travailler. Et donc, l'allié que vous avez pris dans le FCC Cash, c'est un allié qui ne vous permet pas de bien travailler. Et donc, nous avons presque accepté cette rupture en espérant que, bon, la nouvelle formation qui s'est faite de Cash avec les autres en formant l'Union sacrée, les choses pouvaient marcher, Bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, hein, mais il faut quand même dire qu'on a laissé le président prendre ses propres initiatives sans un partenaire comme le FCC qui pouvait dire ça j'accepte, ça je n'accepte pas. Libre parcours. Il y a une question de réponse qui est en train d'échapper là. Non, je n'échappe pas, je vais revenir là-dessus pour que concernant le problème de FCC avec les 3 ans comme on a dit, hein, 3 années qui sont passées, les 5 années à venir. C'est ça que j'allais dire. Et donc, tout le monde a essayé de tirer les leçons de la rupture. Tout le monde, y compris même le président lui-même. Hein. Je crois dans sa façon d'aller avec les choses, il a tenu compte de cette rupture. Alors, de notre côté, nous avons pris une position pour essayer de voir où est-ce qu'on va, dans ce sens que lors de la rupture, la chose qui avait fait que la rupture soit consommée, c'était le refus des nominations des membres de la Cour constitutionnelle. Une des raisons qui a fait que même par après, quand on a nommé les gens de la CENI, le FCC a refusé même qu'on aille aux élections, puisqu'on considère que le départ, les nominations de Cour constitutionnelle, le forcing au niveau de CENI, ce sont des choses qui ne pouvaient pas se faire avec une transparence. Hein? Donc les choses devaient se faire en donnant la chance à chaque candidat, hein, de se faire élire ou pas. Oui. Et donc à partir de là, il y avait un doute où les choses étaient remises en question en disant nous devons reprendre les choses à zéro. Le FCC a espéré que, en allant de manière pacifique, hein, en donnant son point de vue, hein, le côté présidentiel devait tenir compte de ce que le FCC dit pour mettre les gens ensemble
et que nous organisons le pays, les élections ensemble. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas et aujourd'hui, les opposants, même le FCC, continuent à dire que le camp présidentiel a fait le forcé. Ayant l'appareil de l'État dans ses mains, ils ont fait tout pour qu'il passe sans tenir compte des autres. Bon, aujourd'hui on est là, le président est déjà passé. Le FCC a fait 3 ans à l'essai, dans une seule, donc en opposition, sans être dans une coalition de gestion. Bon, le FCC, 5 ans à venir. Est-ce que le FCC va dire nous attendons encore 5 ans pour voir si maintenant il y aura une nouvelle élection à ce moment-là? Non, je ne pense pas. Je ne parle pas en tant que membre du FCC, puisque moi j'étais déjà devenu un indépendant, qui pouvait d'ailleurs dire au président faites ceci ou cela si on me donne l'occasion. Mais pour l'instant, moi si je rentre dans le cadre général de tout politicien, aucun président ne peut dire il y a un tel groupe politique, on ne tient pas compte de son opinion. Aucun. Dans un pays, on tient compte même des opinions des opposants. Et donc, le FCC va faire son travail. Si le FCC reste dans l'opposition, le FCC doit faire son travail et faire passer le message. Alors, la question c'est, le FCC n'a pas de députés, n'a pas de députés provinciaux, n'aura pas de sénateurs, c'est ça qu'on dit. Et en ce moment-là, donc, le FCC ne peut rien dire. Mais c'est pas comme ça. Comment la société civile fait passer comment ils font passer les messages pour qu'on accepte? Comment les syndicalistes à travers le pays font passer des messages pour qu'on les écoute? Il ne faut pas être nécessairement dans le Parlement pour qu'on vous écoute, pour qu'on vous entende. Il y a toujours des moyens pour le faire. Et d'ailleurs, moi je préfère vous le dire d'une manière directe. Le président sait très bien que pour avoir organisé les élections, même ceux qui étaient aux élections c'est très bien que gérer les 5 ans. Il est déjà, moi je ne parle pas déjà de gouvernement, parce qu'un dialogue ne veut pas dire nécessairement. C'est là qu'on va chercher. Un dialogue, non, pas nécessairement. Pas nécessairement, pas nécessairement. Le problème du pays, je crois que vous vous rappellerez très bien, je crois qu'on avait discuté la dernière fois. Je vous ai dit, notre pays aujourd'hui, quelle que soit la personne qui passe, président de la République, si on ne change pas de mentalité, rien ne marchera. Avez-vous déjà lu le programme du gouvernement, le programme de campagne du président Félix Tshisekedi? Si vous avez lu ça, mais c'est un programme, si réellement il est capable de le réaliser, tout va marcher. S'il faut juste parler du programme, pacifier le pays, j'ai lu des choses comme réconcilier tout le monde, réconcilier la population. C'est-à-dire quelque part, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui demande à ce que la population congolaise soit réconciliée, qu'il y ait l'unité, qu'il y ait l'union. Le tribalisme qui doit être, il a même dit lors de son investiture que le tribalisme, il va se battre pour que ces choses-là, la corruption. Mais ces choses sont les mêmes choses que tout le monde répète chaque jour. On l'a répété avec le président Kabila. Nous avons terminé le mandat de Kabila, certaines choses sont restées. Nous avons commencé avec Félix au premier quinquennat. Les choses n'ont pas évolué. Notre société est toujours une société corrompue, une société où il y a des intouchables. La justice doit être refaite. La paix, elle n'est pas toujours là. Nous avons encore des guerres à l'Est. Et donc, bon, on peut dire 5 ans, ça n'a pas suffi. Il faut un deuxième mandat pour qu'il consolide ce qu'il avait déjà commencé. C'est bien. Mais qu'est-ce qui dit que dans les 5 ans à venir, les choses vont changer? Moi, quand je fais une analyse politique aujourd'hui, je regarde, je me dis, il y a encore beaucoup à faire. Il ne suffit pas que le président prenne l'initiative en disant
je vais tout faire pour qu'il n'y ait plus de corruption dans le pays. Sans qu'on nous place d'autres leaders dans les régions et partout. Oui, ça va. Ouais. Sans que, par exemple, on ne puisse essayer d'assainir presque le milieu entier. Le président peut être même, je ne sais pas, transformé en Jésus avec toutes les bonnes volontés. Mais même Jésus, pour changer le monde entier, ça prend du temps. Est-ce que tout le monde va l'écouter? Tout le monde, à chaque niveau, va faire le travail tel qu'on le demande. Je pose une question un petit peu pragmatique et directe. Vous comprenez? Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a dit clairement que sa main est tendue. Si aujourd'hui il tendait la main au FCC, qui a besoin de votre expertise, de cette matière grise pour faire évoluer les choses. Non, mais il a dit qu'il est indépendant. Vous refuserez, vous, d'être ministre, mine encore, ou ministre, je ne sais pas moi, portefeuille, sous le gouvernement Félix Tshisekedi. Nous avons fait 3 ans. 3 ans. 3 ans depuis que j'ai quitté le gouvernement. Nous avons fait 3 ans. Moi, par exemple, je n'ai jamais, pendant les 3 ans, été appelé à une seule réunion. Du FCC. Du FCC. Jamais été consulté. Même pas pour tel ou tel type de choses. Mais je suis un ancien ministre. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'on soit dans l'opposition ou pas, les leaders politiques, les personnalités que vous avez sont des personnalités que vous consultez, etc. Un intellectuel comme moi, professeur d'université, quand tu fais 3 ans, tu ne réunis pas. Mais moi, au jour le jour, je suis en train d'analyser les actualités, tout ce qui se passe dans le pays. J'ai le plein droit de dire, compte tenu de mon expérience, de ma compétence, j'ai le devoir de me lever pour que, en ce moment, j'apporte quelque chose au changement. Et je vous donne mon point de vue, je viens de vous le dire, que si aujourd'hui nous avons une société fracturée, où les gens se divisent du jour au jour, où les gens commencent aujourd'hui à faire des choses simplement en se liant à la tribu, à la région, à tel leader, c'est tout. C'est que ces leaders disent, c'est ça qui compte, le reste rien. Quand on lui demande de faire quelque chose, il peut le faire en allant même jusqu'à tuer l'autre, puisqu'il sait qu'il sert à protéger. Les gens font des histoires sans suivre la loi. Et donc, quand je vois une société fracturée, dois-je rester silencieux en disant laissons la société fracturée, puisque je ne peux pas apporter quoi que ce soit? Je comprends, la réponse est oui, donc vous accepterez de oui. Avec Félix. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, moi je le dis d'une manière claire. Non, je le dis d'une manière claire. Non, cette histoire de dire union sacrée ou pas, moi je ne comprends pas. Le président de la République, quand on le nomme, il est le président de tout le monde. Posez la question au président Tshisekedi. Pourquoi il n'a pas dit, moi je suis le président candidat de l'Union sacrée? Il a dit, je suis le président indépendant. C'est puisqu'il voulait ratisser large. Il voulait que tous ceux qui sont de l'Union sacrée, qui ont déjà accepté, et les autres l'acceptent. Et donc aujourd'hui, il dira, je me suis posé comme candidat indépendant pour que tous les Congolais me disent. En tant qu'indépendant, il voulait qu'on ne parle pas plus de l'Union sacrée, mais qu'on parle plus du président, de tout le monde. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, même quand il veut former un gouvernement, etc., en tant qu'indépendant, il va chercher sa majorité au niveau du Parlement. Mais il sait que, comme il était l'initiateur de l'Union sacrée, eh bien, l'Union sacrée est déjà de son côté. Par contre, faut-il que tout ce qui se passe actuellement, que les gens se mettent ensemble, puisque si vous avez déjà gagné quelque chose, une majorité, il ne faut pas vous fracturer, tel que les gens commencent à se diviser pour tirer les ficelles. Les gens devaient déjà se dire, nous avons déjà un bloc. Mais maintenant, nous avons vu ce qui s'est passé pendant la campagne, comment les autres réagissaient, comment les opposants sont en train de réagir.
Que devons-nous faire pour que nous aidions le président à mettre tout le monde ensemble? Puisque ce pays, pour le construire, il faut l'apport de tout le monde. Même si je dois rester dans l'opposition, mais mon opinion, comment mon opinion sera acceptée? Puisqu'aujourd'hui, on n'accepte pas l'opinion des autres. Le pays est fracturé. Et donc, la réconciliation aujourd'hui demande à ce que le président s'entoure de personnes qui doivent lui dire la vérité. Ils doivent l'aider d'aller l'avant. La vérité, oui. En fait, donc, il est là, il est président, on peut dire, laissons cette histoire de rediscuter, est-ce qu'on doit annuler, on doit reprendre ceci. Il est président. Mais que le président, par rapport à son programme, prenne conscience que souvent, l'ancien quinquennat, il était mal entouré. Et s'il s'entoure encore de la même manière, je ne pense pas que beaucoup de choses changent. Oui. J'essaie de comprendre quand Dieu parlait des dialogues, réunir la population pour savoir ce qu'on ne peut pas, et même un peu la forme de la chose, parce que jusqu'ici, en fait, nous n'avons pas encore vécu les contraires que la population, les politiques se sont réunis, et puis à la fin, le président en place continue, et personne ne réclame quoi que ce soit, et Paul Foundi ne veut pas rentrer aux mines, Aristote Béa ne veut pas aller, je ne sais pas moi, à l'éducation. Jusqu'ici, nous n'avons pas encore vécu le contraire. Ce serait quoi la forme de ce dialogue? L'après-dialogue, le ressort de ce sur un papier, tout le monde écrit ce qu'il voudrait que le chef de l'État fasse, on le lui remet, et puis lui avec son gouvernement, il les exécute. Ou la forme, comment ça doit être? Ok. Il faudrait que le chef vous écoute maintenant. C'est lui le président de la République. Oui. Qui a prêté serment devant tous les Congolais, pas devant l'Union sacrée. Aujourd'hui, c'est plus facile de dire, bon, peut-être il faut aller se dire, non, je suis devenu membre de l'Union sacrée pour que... C'est clair, non? Pour qu'on dise, non, tu deviens telle ou telle personne dans le pays. Tu mérites. Je crois que, non, je crois que c'est ça qu'il faut changer. C'est ça qu'il faut changer. Le président, quand il est président, il est le président de tout le monde. Et si le président a besoin de quelqu'un par rapport à sa compétence pour faire un travail, il ne peut pas dire non, je ne regarde que l'Union sacrée. Quand il était au stade des martyrs et quand il était en train de prêter serment, il a prêté serment pour servir le pays, pour servir tout le monde. Le peuple congolais en entièreté. Ceux qui l'ont voté, ceux qui ne l'ont pas voté, ceux qui ne sont pas allés au vote. Les gens du FCC. Ce sont des milliers de personnes. Vous n'allez pas dire, pendant mon quinquennat, ces gens-là resteront chômeurs. Je ne veux pas en entendre parler. Non. Par contre, lorsqu'il dit je tends la main à tous les Congolais. Ça semble être un discours, mais pour un leader, non, pour un vrai leader, c'est une des qualités. Savoir tendre la main, même à ses opposants, pour éviter que vous soyez tous les jours en train de travailler et être dérangé sur des choses qui sont des questions simples. Les questions de développement, ce sont des questions de nous tous. Pourquoi voulez-vous qu'il n'y ait que des matchs de léopards qui nous réunissent? Pourquoi voulez-vous qu'il n'y ait que des problèmes de prière à l'église qui nous réunissent? Mais quand il s'agit d'arranger les mines du Congo, ça ne peut pas nous réunir tous. De trouver un moyen pour que le social s'améliore, ça ne peut pas nous mettre tous ensemble. Pour vous fûtes ministre des Mines nationales d'ailleurs, pas n'importe quel poste. Aujourd'hui, si Félix Antoine Tshisekedi dit vous reprenez au même poste, qu'est-ce que vous allez appliquer comme vous? J'ai envie de poser 2-3 questions en une. D'abord, qu'est-ce que vous critiquez de la manière dont on gère ces mines aujourd'hui? Parce que finalement, le mine du Congo ne réussit pas à développer l'homme congolais. Je commencerai d'abord par une question que vous avez demandé en disant qu'est-ce qu'on ferait les 5 années après? Puisque vous étiez en train de me poser la question pour voir si je ne m'identifie pas en union sacrée, je ne vais pas travailler. Ça, je vous dis déjà non. Que dire que je ne vais pas travailler, ce n'est pas vrai. Je dois travailler puisque... J'ai l'impression que ça c'est la première chose. Est en train de transhumé malignement. Non, il n'y a pas... Avec beaucoup de sagesse. Non. Vous parlez de transhumance, c'est comme qui dirait des adhésions politiques, etc. Oui, mais vous Nous faites sommes... bien, là. Non, moi je suis une compétence du pays. Ouais.
Et les compétences, on en veut pour des compétences bien déterminées. Hein? Et donc, ça ne sert à rien toujours de s'identifier par des partis pour qu'on soit tel ou tel. Tout le monde doit s'identifier par des partis. Pourquoi? Je suis professeur d'université, si on a besoin de moi. Quand je vous ai dit, je vais le dire peut-être d'une manière un peu trop directe. Je suis parti de l'université, j'ai été appelé à des partis politiques. Je suis allé dans les partis politiques. Mais quand je suis allé dans les partis politiques, qu'est-ce qu'on constate? Dans les partis politiques, il n'y a pas d'équipe. Il y a aussi des combats. Moi, quand j'étais ministre de Mines, les premières personnes qui me combattaient, ce sont des gens du FCC. Même ma propre famille politique. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Les gens de cash, pour la plupart, ils me connaissent. Moi, j'étais quelqu'un qui travaillait et qui était concentré sur le travail. J'ai toujours été, puisque moi, je suis quelqu'un qui est vraiment un vrai catholique, j'ai toujours été quelqu'un qui n'aime pas travailler en regardant, en voulant toujours chercher des coups chez les autres. Non. Quand on me donne un travail avec une tâche donnée, je me concentre sur mon travail. Alors, c'est vrai aujourd'hui chez nous, c'est que quand les gens veulent faire quelque chose, ils se disent non, il faut aller, je ne sais pas, devenir, bon, je prends un exemple simple, député provincial pour devenir gouverneur du Haut-Katanga, du Lualaba, etc. Mais c'est des faux problèmes, ça. Pourquoi il faut devenir nécessairement député provincial pour devenir un gouverneur? Non, je donne un exemple. Non, c'est ça que l'on voit aujourd'hui. Tout le monde croit qu'il faut nécessairement aller là-bas pour devenir. Donc tout le monde doit être, pour travailler, il faut devenir député. Mais il y a 500 députés seulement. Mais les postes à donner, il y en a plusieurs. Pourquoi tout le monde doit devenir nécessairement député pour qu'on devienne ministre, etc. Si aujourd'hui les gens cherchent à devenir des députés mais la visée c'est devenir ministre. Et donc ça veut dire prenez déjà une partie des gens qui doivent devenir des ministres. Et les gens qui sont des suppléants, le plus souvent c'est des gens qu'on désigne, petits frères, femmes, etc. Et des gens qui n'ont pas la compétence, parfois même des gens que vous les élisez. Vous, quand vous voulez élire des gens, vous dites ah, je préfère qu'on élise tel, parce que vous le voyez, vous le connaissez avec sa compétence. Le plus souvent, on ne parle pas des suppléants, et les suppléants, souvent, ne sont pas des gens compétents. Alors, pour moi, j'aimerais vraiment que vous répondiez à cette question, parce que c'est parmi les questions importantes, mon regard. D'abord, comment expliquez-vous ces paradoxes-là? Au-delà d'être acteur politique, vous êtes aussi confrère d'université, vous êtes un intellectuel. La première question qui m'a fait Oui. La première, je pense que c'est celle-là. Comment expliquez-vous ces paradoxes-là entre le sol et le sous-sol très riche en minerais, de l'espace Grand Katanga d'une manière particulière et de l'espace de tout le territoire national, et cette population pauvre, vous faites même ministre des Mines. Fort malheureusement, vous n'avez pas changé ces paradoxes-là. Et aujourd'hui, si Félix-Antoine Tshisekedi, de par votre expertise, vous remettez au même endroit, qu'est-ce que vous changerez ces problèmes? Qu'est-ce que je changerais? En premier, parce que vous vous dites ça, je n'ai pas pu faire quand j'étais ministre. J'aimerais commencer par là. Ok. Le simple fait que je connais déjà le président Tshisekedi pour avoir travaillé avec lui, en tout cas moi j'ai été dans des conseils des ministres, c'est un président qui écoute, vraiment un leader, il écoute et les initiatives peuvent venir du président tout comme du ministre. Et les initiatives qui viennent des ministres, on vient les défendre en conseil des ministres pour qu'on vous accepte de le faire. Parce que vous n'allez pas engager le pays sans que ça soit accepté au niveau du gouvernement. Et donc ça c'est déjà une bonne chose. Et comme moi je suis quelqu'un avec beaucoup d'initiatives, surtout dans le secteur de mines, je pense que je ferai beaucoup de choses. Quand je suis arrivé, j'étais ministre de Mines. Je suis arrivé, il y avait ce problème déjà de l'application de la loi minière, le code minier. Puisque ça faisait déjà presque une année seulement qu'on venait de promulguer la loi et qu'on était en train de forcer aux gens de faire appliquer presque toutes les dispositions de la loi minière. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, mais j'avais pris des initiatives en ce moment-là de vulgariser la loi. Et vous m'avez suivi, j'ai pris ma casquette de professeur d'université, et donc pour essayer même de vulgariser la loi moi-même.
pendant que je pouvais le laisser à des services du ministère de Mines pour le faire. Mais je tenais à ce que ça soit bien fait. Et donc, je me suis impliqué moi-même totalement pour qu'on le fasse. Et là, vous n'allez pas me dire aujourd'hui que cette initiative que j'avais prise n'a pas porté des fruits. Je suis parti du ministère de Mines, des dispositions qui n'étaient pas d'application ont commencé à être appliquées, des paiements de faux mines, beaucoup des choses comme par exemple les cahiers de charges qu'on devait élaborer par des sociétés minières. Hein. Et bon, ça c'était mes initiatives. C'est quand je suis arrivé que j'ai commencé à faire ça. Donc j'ai amené les miniers, j'ai amené tous les acteurs dans le secteur des mines à respecter la loi. Puisque l'organisation, je m'excuse, je ne vous interromps pas, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous lisez le code minier, la loi minière, tout est déjà là, la façon de travailler est déjà là. Donc la personne que vous mettez comme ministre de Mines doit être quelqu'un qui est capable de faire appliquer cette loi-là. C'est ça qui manque souvent dans notre pays. Les textes sont là, les textes sont là. Même toute la gouvernance dont on parle, qu'il y a des problèmes de gouvernance dans le pays, tous les textes sont là, commençant par la Constitution. Le problème chez nous, c'est que les gens n'aiment pas appliquer les textes de loi. On préfère passer au-delà ou certaines choses, puisqu'on ne sait pas le faire, on le laisse. Mais il faut demander les compétences qu'il faut pour le faire. C'est là grand-chose aujourd'hui, Félix, vous nommez le chef de Mais bien sûr, quand j'étais déjà là, je faisais déjà ça. Et donc même si ce que j'avais déjà commencé comme initiative, il y a des choses que le ministre, la ministre Samba qui est venue après, a continué. Il y a des choses qui sont restées, qu'on avait initiées, mais qui ont été interrompues jusqu'aujourd'hui, qui ne continuent pas. Alors, je donnerai un exemple, l'assainissement déjà du secteur de l'artisanat. Hein? Quand nous étions là, nous avons pris des initiatives pour essayer de limiter un peu les activités illicites artisanales de gauche à droite. Et c'est un très grand chantier qui est à la base aujourd'hui même des guerres à l'Est. Même chez nous ici, dans certaines zones, hein, ce sont des zones d'exploitation avec des militaires présents dans ces sites-là. Des étrangers qui ne doivent pas être sur ces sites sont là en train d'exploiter nos populations avec des miettes, mais pour des travaux qui demandent trop d'énergie. Prenons l'espace où nous sommes ici, c'est l'espace de Katanga. Le Katanga est pauvre alors qu'il est assis sur Tout le Congolais des minéraux. Il est assis sur des minéraux estimés à des milliards. Il y a même certaines expertises économiques qui disent que les minéraux katangais à lui seul peut nourrir toute l'Afrique centrale. Mais comment expliquez-vous ça que le Katanga soit pauvre alors qu'il est propriétaire des mines qui peuvent nourrir toute l'Afrique? Vous parlez du Katangais. Le Katangais qui a le sous-sol, mais le sous-sol appartient à l'État d'abord. Hein? Et donc, selon la loi minière, et donc tout ce qu'on paye comme taxes, redévances, etc., hein, c'est bien réparti. Hein, 60% ça va au gouvernement central, 40% reste dans l'entité qui produit, donc dans la province. Et donc, il y a déjà 40% qu'on laisse en province, qui permet à ce qu'on développe la province. Il y a des cahiers de charges, ça ce sont des travaux. Hein, quand vous lisez dans les cahiers de charges, les responsabilités sociétales des entreprises, les dotations qu'on doit faire de 1% sur ce que l'on gagne, qui sont dans la loi minière, tout ça ce sont des sources. Sources financières qui permettent à ce que les provinces se développent. Et vous savez très bien que, aujourd'hui, quand vous allez à Kolwezi, Kolwezi ne ressemble pas à ce que Kolwezi était quand nous étions le Grand Katanga d'ailleurs, quand on ne rétrocédait pas les 40%. Aujourd'hui, Kolwezi a essayé de se développer. C'était là et là. La question c'est, est-ce que ça se développe par rapport aux recettes qu'on reçoit? Tout dépend des gens qui gèrent. C'est ça le problème. Le Katanga, tel que le Haut-Katanga, Tanganyika et surtout le Lualaba, ce sont des provinces qui devaient nécessairement se développer sérieusement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? D'ailleurs, vous le constatez, c'est que beaucoup d'activités attirent les gens. Puisqu'il y a beaucoup des industries qui se développent, des activités artisanales, et nous avons cet exode
des gens qui viennent des autres provinces. C'est une bonne chose, puisque la main-d'œuvre, on a besoin de la main-d'œuvre de partout. Mais hélas, ça amène tous les problèmes aussi. L'insécurité vient aussi avec tous ces déplacements. Il n'y a pas que des gens qui viennent travailler qui viennent. Et donc les gens savent que, si à tel endroit il n'y a rien à voler, là-bas il y a de l'argent, je peux voler. Donc tout le monde vient. Problème à résoudre de sécurité, sécurisation des zones d'exploitation. Tout, ça demande des moyens. Et donc on commence à éparpiller de l'argent simplement pour la sécurisation de la zone. Et pourtant on pouvait utiliser ça pour le développement. Les miniers aujourd'hui connaissent déjà ce problème-là, des envahissements de leurs concessions. Aristote, il y a une question que le prof lui a laissée là. Oui. En fait, ce que vous avez fait, là, vous avez retracé ce que vous avez fait en étant ministre de l'Union. La question d'Aristote, hier, c'était qu'une fois entré, aujourd'hui, le chef d'État vous appelait, vous reconduisez au même poste. Qu'est-ce que vous avez, par où vous allez commencer? En fait, c'est secteur, pas ce secteur, en fait, c'est ces petits papiers-là que vous avez laissés en suspens quand vous quittez, vous dites, je dois commencer par là. C'est là les plus importants. C'est ce qu'il faut qu'aujourd'hui, c'est à cause de ça que peut-être l'autochtone qui produit les mines ne se développe pas, qui ne ressemble pas à sa richesse. Je dois commencer par ici. Je regrette, je n'ai pas à vous faire. Madame Diane, je crois que vous n'avez jamais lu mon livre. Si vous avez lu le livre que j'ai sorti si vous avez lu le livre que j'ai sorti quand je suis parti du gouvernement, les défis à relever dans le secteur de mines, pour la RDC, vous allez comprendre que j'ai énuméré beaucoup de choses. Les 2 années presque que j'ai passées là-bas, ça m'a permis en tant qu'un analyste scientifique, professeur d'université, de déceler les problèmes qui entourent ce secteur. Mais les défis que j'avais relevés, avec les pistes de solutions que j'avais proposées dans cet ouvrage, ce n'étaient pas des défis à relever, même dans le quinquennat seul du président Félix Tshisekedi. Ça va prendre du temps. Oui, il y avait des défis. J'ai relevé beaucoup de défis, mais pour relever tous ces défis, il fallait le temps. Donc il fallait donner simplement le goût et continuer. Parmi les défis, je viens de vous dire, quand nous avons fait la mise et reprise, j'ai laissé les problèmes que j'ai laissés en chantier. Et j'ai vu que la ministre qui est venue après moi a continué. J'ai insisté par exemple sur... Elle a continué, bien sûr elle a continué, c'est vrai. Puisque j'avais laissé en chantier l'histoire de Fomine. Aujourd'hui, Fomine, c'est déjà quelque chose de formel. Puisque Fomine, elle n'existait presque pas, et pourtant la loi le demandait. Alors, le travail doit continuer maintenant avec Fomine qui doit se développer jusque dans les provinces, avec les... J'ai vu que ce n'est pas encore fait, et donc avec par exemple les représentations de Fomine dans les provinces qui produisent. Et il y avait la RECOMS, l'autorité de régulation et des marchés des substances stratégiques, qui devait assainir le secteur de l'artisanat avec le cobalt. Donc les minéraux stratégiques pour nous, chez nous, c'est beaucoup plus les coltans et les cobalt. Et donc là, il y a encore beaucoup de choses à faire. J'ai vu qu'on a nommé, mais c'est avec un retard et ils sont encore en chantier. Et donc, avec l'histoire de Moussompo, qui devait aussi être intégré avec EGC. EGC qu'on avait créé, l'entreprise générale de cobalt. Toutes ces structures sont là, mais tout ce qu'on avait laissé est encore en chantier jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu un retard, je vais le dire. Est encore en chantier donc. Oui, c'est vrai, c'était quelque chose qu'il fallait organiser et installer progressivement. Mais le grand problème, c'est quoi? Chez nous, c'est ça le malheur, c'est que souvent on écarte les personnes qui ont commencé la chose. Et quand on écarte les personnes qui ont commencé la chose, donc on prend le temps encore pour réétudier les dossiers pour que ça continue. Une politique de il y a pas. Moi, j'aurais aimé, même si je n'étais pas ministre de Mines, que dans certains chantiers qu'on avait commencé, que je sois par exemple consulté pour qu'on avance avec ces histoires. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, nous gérons notre pays avec des histoires de camps.
C'est pour ça, moi, j'ai préféré ne plus m'identifier par rapport au camp. Je préfère rester comme une personne ressource, professeur d'université indépendant, qui peut aider le pays à tout moment quand on a besoin de lui. Ok. Puisque cette histoire de camp, ça vous casse. Vous pouvez prendre toute votre énergie pour vouloir aider le pays, mais vous sentez qu'il y a toujours des choses politiques qui cassent ça. Et ça, ce n'est pas bon. Je préfère rester un technocrate pour le pays. Et dans ce monde, les technocrates sont des gens qu'on appelle par tout le monde. Oui, mais vous êtes un acteur politique aussi. Oui, mais vous remarquerez que j'ai toujours été une personne qui ne prend pas son intelligence avec beaucoup d'émotion. Vous savez très bien que beaucoup de nos leaders politiques aujourd'hui, ils ne développent pas cette intelligence émotionnelle. Donc, pour eux, c'est trop d'émotions. Or, un bon politicien, il ne doit pas avoir trop d'émotions. C'est pour ça, moi, je disais, le président, quand il dit, moi, je tends la main à tout le monde, tous ceux qui veulent m'aider, c'est une bonne chose. Tout le monde ne peut pas devenir président de la République, mais tout le monde peut aider. Tout le monde peut travailler. Les gens se battent pour un poste, mais lorsque le poste il est occupé, c'est autre chose. Pour aider le pays. Pour aider le pays, il faut aider le président à bien travailler. Un acteur Il ne politique. faut pas laisser le président avec plein de gens autour de lui, avec toujours des dialogues, tout ça, etc. C'est pas bon. Un acteur politique, profil selon vous, qui préfère un bon profil de Premier ministre dans le gouvernement, le tout premier gouvernement du gouvernement? On cite Matata Antoniola, Et vous-même? on cite Vous voyez, aussi. Qui m'a cité? les réseaux Je sais qu'on m'avait cité dans le temps, avant la nomination, mais bon, il y a une chose qui est vraie, c'est que le profil d'un Premier ministre, c'est vraiment un profil, je reviens là-dessus, un profil d'un leader. Des gens qui sont à l'écoute, des gens qui réunissent tout le monde, qui prennent les idées, qui développent, qui prennent des initiatives. Nous connaissons les problèmes congolais, il faut juste y aller. Dans l'Union sacrée, il y a même des compétences. Il faut ça même se le dire. Vous pouvez me parler, même tous ceux dont on parle, que ce soit Vital Kamere, que ce soit Bahati Lukwebo, ce sont des compétences. Le problème, c'est que Premier ministre, la personne qu'on doit mettre cette fois-ci Premier ministre, c'est doit être une personne qui se soucie de la population. Et aujourd'hui, quand on dit se soucier de la population, vous savez ce que ça signifie? politique, rester ne pas être de l'Union sacrée ou allié à une personne qui n'a rien à voir avec ça. Et on place là du Non, écoutez. Un Premier ministre, le Premier ministre doit être d'abord une compétence. Ça doit être un technocrate. Même le ministre, il n'est pas dit nécessairement, regardez que ce soit en France, etc. Le président doit choisir de s'entourer. Celui, le politicien, le premier, il a gagné les élections. Il a une majorité. Il a un programme de gouvernement qu'il faudra élaborer et qu'on doit aller défendre au départ. Le programme, c'est un programme qui doit suivre sa vision. Et sa vision, il a donné en plusieurs paliers, vous avez suivi son programme, ce qu'il faut faire. Maintenant, il y a des gens, des compétences à travers le pays qui doit réunir. C'est à lui de réunir ses compétences autour de lui. Il n'est pas dit quand on dit il doit réunir des compétences, il doit aller au Parlement, réunir sa majorité au Parlement, les personnes qui sont là en disant qui a la compétence dans telle matière, telle matière, telle matière. Il y a des matières qui échappent même aux personnes qui sont là, qui demandent des compétences extérieures. Sinon, pourquoi Macron allait nommer le nouveau Premier ministre? Est-ce qu'il est allé prendre parmi ses députés? Non, c'est des compétences. La dame qui a été remplacée Premier ministre en France, est-ce que c'était parmi les députés? Non, c'est des compétences. Nous formons des compétences à travers l'université, à travers les milieux professionnels. Prenez ces compétences quand même pour que les choses marchent. Il y a ceux qui ont des compétences pour légiférer, mais il y a ceux qui ont des compétences en tant que technocrates pour améliorer les choses, pour améliorer le vécu quotidien des Congolais. Franchement, j'ai anticipé les choses. C'est-à-dire que le chef de l'État a regardé et dit
Il dit qu'il peut venir peut-être pas être technocrate, oui, mais il n'est pas de l'union sacrée, peut-être. Mais est-ce possible, je vous sens avec un grand sentiment d'aider votre pays. Ça, c'est une très bonne chose. Est-ce que c'est possible aujourd'hui que le prof Félix Tobo aille vers le chef d'État? Ça veut dire, c'est vraiment écrire pas un mémo, une correspondance, les lui adresser. Avec vous allez vers lui. Parce que s'il faudrait y aller avec le protocole et tout, moi je connais mon pays, je risque d'être barré quelque part. Vous écrivez centre, il est humain. Vous avez dit que vous travaillez avec quelqu'un qui écoute. Peut-être qu'avec cette... Vous êtes journaliste. D'autres formes, Madame Vega veut aussi dire qu'en lieu et place, telles compétences échappent au chef de l'État pour des raisons de regroupement, des raisons de camp, alors que Willy Tobo ici peut l'aider à évoluer, à réussir. Vous allez vers lui. Vous allez vers lui. Moi, je peux vous accompagner. Hein. Mais je vous ai déjà dit, moi j'ai déjà travaillé avec le président. Personnellement, le président me connaît. Tout à fait. Son entourage me connaît. Et donc, si on a besoin de moi, qu'on fasse appel à vous. Vous pouvez pas vous comprenez ce que je dis? Faire le premier pas. Faire le premier pas. Vous pensez vraiment que le bureau de son excellence Félix Antoine Tshisekedi, c'est comme au marché, on entre, on passe, etc. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez que je peux écrire une correspondance au président et peut-être il va faire même 6 mois, parfois il ne le lira jamais. Puisque une personne pourra relire la chose et mettre ça dans les tiroirs. Et donc, c'est pas toujours facile. S'il y a une occasion qui me le permet de parler avec lui, je l'ai dit, attendez, je termine. Si... Vous n'êtes pas un citoyen lambda. Oui, je sais. Oui. Mais je vous dis la vérité. Alors, quand j'ai publié mon ouvrage, j'étais à Kinshasa, j'ai demandé audience pour lui présenter mon ouvrage. Je vous dis que je n'ai jamais eu cette audience. Ah bon? Malgré que les gens savaient que c'est un ancien ministre et puis il vient de faire un ouvrage très important. Bon, c'est ça la réalité de notre pays. C'est ça la réalité. Je viens de vous dire ici que je suis un ancien ministre. Pour rencontrer le président Kabila, il fallait attendre quand il y a eu la réconciliation katangaise que je me retrouve invité pour que je le voie. Mais en dehors de ça, je ne l'ai plus vu. Mais il y a des gens qui le voient. C'est-à-dire, bon, la gestion, je ne sais pas, c'est une gestion avec des précarés, etc. Des gens qui analysent tout ce qui doit venir de l'extérieur, etc. Parfois, tu vois, les gens prennent l'option carrément d'aller faire beaucoup de bruit là, de gauche à droite, pour que on dise, ah, il existe. Nous existons dans la banque de données de tout le monde, y compris du président. Et moi, j'ai toujours dit, je serai au service de l'État congolais quand on a besoin de moi. Parce que j'ai été formé pour ça. Et même quand j'entre en politique, la politique pour moi, n'était qu'un tremplin pour me retrouver à ce niveau-là. Mais sinon, la réalité, quand je suis entré en politique, effectivement, c'était pour que je me taille et j'arrive à ce niveau-là. Je peux encore le refaire. Oui, et je le ferai. Et je le ferai. Pourquoi? Puisque on a encore l'âge pour travailler. Mon anniversaire, c'est le premier, c'est dans quelques jours. Hein? Moi, je l'ai toujours dit. Est-ce à mon âge, je dois dire, bon allez, je suis un retraité politique? Non, pas du tout. Par contre, quand je suis resté pendant, comme vous dites là, pendant 2 ans, où je me suis concentré simplement à l'université et à mes activités dans la ferme, sans oublier nécessairement ce qui se passe au pays, en regardant de loin, etc.
et en donnant à peu près ma position par rapport à certaines choses sur mes tweets, mais pas tellement. Hein, quand je trouve que c'est nécessaire, je le faisais. Et quand vous lisez mes tweets, je reviens. Ce que je suis en train de dire ici, c'est ce que j'ai écrit. Même avant les campagnes jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit, le pays va mal. Les gens sont en train de se diviser. Il faut trouver un moyen de mettre tout le monde ensemble. Et je suis content aujourd'hui quand le président de la République, dans tous ses discours, il dit qu'il doit tout faire pour consolider cette unité nationale. C'est très important. Vous savez, nous allons nous regarder en tant que Congolais si nous mettons beaucoup de choses qui nous mettent ensemble. Mais la politique aujourd'hui est en train de nous diviser. Et donc pour moi, nous devons réinventer la façon de faire la politique. Et c'est lui le président de la République qui vient de recevoir encore 5 ans, qui peut prendre les initiatives pour nous faire réussir ça. Mais pas Kitobo qui est à Lubumbashi dans sa ferme ou bien dans sa maison, qui peut faire changer facilement. Moi, c'est la parole de ce que je demande. Mais si le président peut écouter, je crois que nous avons des solutions pour lui dire, voilà la façon dont il faut le faire. Il ne faut pas faire comme d'autres politiciens. Hein, j'ai vu dans le passé, on ne le vote pas à tel endroit, il dit, ces gens-là de ce quartier, ils vont voir, je ne mettrai même pas une route dans leur quartier. Mais ce n'est pas normal ça. Quand on vous nomme, vous êtes président. Si une région donnée du Congo ne vous a pas élu, allez-vous dire, donc je ne ferai rien pour cette partie-là. Mais non. Mais c'est ça. Donc un leader, c'est quelqu'un qui s'élève. C'est un processus démocratique. Après le processus démocratique, vous êtes élu, vous vous levez, vous allez au-dessus de vos émotions. Et nous allons vers l'avant. J'ai vu même le président, quand il terminait la campagne, hein, il a été un peu pris aussi par l'émotion. Et ça allait le mettre déjà en mal aux élections. Et ces émotions, c'est lié à quoi? L'entourage. Vous savez, l'environnement a toujours amené la personne à se concentrer ou à ne pas se concentrer. Et un président de la République, moi je vous dis la vérité, il doit juste bien s'entourer. Vous parlez déjà des élections, je crois qu'on est en train de finir, hein, oui. Peut-être en une minute. Vous avez suivi le processus électoral de près, vous êtes un politique qui a versé vraiment un délit. Vous avez suivi dès l'enrôlement, nous sommes allés jusqu'au vote, nous avons voté, les présidents prêté serment. Vous englobez ces événements, vous vous dites, avec ces élections, moi vous dites que bon, je pense que le changement de la classe politique que la population congolaise attend depuis peut arriver. Ou carrément pas. Le changement de la classe politique. Je crois que... Puisque c'est peut-être là qui pose problème. Quel peut pose problème? C'est d'ailleurs pour des gens qui n'aident pas, ça c'est connu. Est-ce que moi, quand j'ai dit le président est entouré, mal entouré, ce n'est que des politiciens qui sont... Oui. Il est entouré de gens qui viennent des élections justement, aussitôt élus, ils viennent des postes de gouverneur, maire de la ville, je sais pas moi, ministre, je sais où. Mais quand vous regardez ces processus électoraux, ça vous rassure au moins que demain les choses vont changer. Bon, je vais répondre, mais en commençant par une petite question indirecte sur ce point. Oui, bon, je ne la pose pas. Je me pose cette question d'abord avant de répondre ça. Est-ce que les personnes qui demandent des postes de foi savent ce qui les attend? Job description, la charge étatique qui les attend. Quand quelqu'un se fait élire, il dit moi je deviens député. Il va battre campagne. Quand il battait la campagne député, il avait déjà l'option de dire que je vais devenir gouverneur. Quand on devient gouverneur, il y a un programme de gouvernement aussi qu'il faut aller défendre. A-t-il déjà étudié tout ça, etc. Il faut tout un programme là-dessus. Le développement. Avez-vous déjà l'idée de ce que, par exemple, une province va avoir besoin? Avez-vous lu même la vision du président pour développer votre programme en fonction de la vision du président? Combien de gens font ça? Très peu. Ils étaient concentrés à autre chose, à chercher l'argent,
comment se faire élire en amenant telle chose à telle autre. Il faut prendre le temps. C'est pour ça, quand je dis le président doit bien s'entourer, c'est s'entourer déjà des équipes qui réfléchissent. Comment mettre sa vision en pratique. Alors, à l'Union sacrée, dès qu'on a dit, on a sorti autant de gens du NC, autant de gens de ceci, etc., au niveau du Parlement. 2 jours après, des plateformes naissent. Alors, si je vous pose la question, ces plateformes naissent pourquoi? Au lieu que les gens prennent déjà le programme du président, commencer à réfléchir comment le développer. Mais tout le monde se bat en disant faisons des coalitions pour telle raison, telle raison, telle raison. Ça va se terminer, on va nommer un premier ministre. Juste après, les gens vont se battre pour devenir des ministres. Et après, quand on va nommer des ministres, ceux qui ne seront pas nommés des ministres deviennent des mécontents. Bon. Pardon. Lorsque ces choses-là, telles que vous le dites, on les voit avec les mêmes figures qui ont été ministres plusieurs fois, président des assemblées, ça commence à déranger les gens, effectivement, en disant, mais d'abord c'est un désordre ce qu'on est en train de faire là-bas, et quand on regarde, on dit, c'est qui fait ce désordre-là? Ce sont les mêmes figures. Les gens se disent, mais finalement, nous pensions qu'avec le temps, non, ça devait être des plus sages d'ailleurs. Il y en a des sages qui sont restés sages. Bon, permettez-moi quand même de citer un nom. Le professeur Bahati. En tout cas, moi je le vois, il est très calme. Quand vous voyez une personne calme, vous vous dites, bon, il attend chaque chose à son temps. Nous avons terminé les élections, nous attendons telle chose, nous attendons telle chose. Bon, non, je ne vais pas entrer, mais je vois simplement que les gens sont agités. Et les gens ne devaient même pas être agités. Puisque tous, presque tous, ont été élus députés nationaux. Ils sont des députés nationaux. Ce sont des députés nationaux. Ils ne sont même pas encore entrés au Parlement. Donc, pour qu'au niveau du Parlement, maintenant, on fait des coalitions. On le fait même avant d'entrer. Donc, tout ça, ce sont des problèmes. Alors, la classe politique, on la renouvelle comment? On la renouvelle pas en disant, on balaye tout le monde, on laisse un vide et on vient remplir avec des jeunes inexpérimentés, etc. Le problème, c'est que la politique, ça s'apprend. C'est pour ça qu'il y a des mentors, il y a des partis politiques qui forment des gens, etc. Et la plupart de nos jeunes aujourd'hui, qui sont entraînés par ceux qui sont déjà des expérimentés politiques, lorsqu'ils voient ces erreurs-là, qu'est-ce qu'ils disent? Pour certains, ils se disent, c'est comme ça que ça doit être. Et donc, même si vous changez, ils risquent de faire la même chose. Et ça, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait une nouvelle classe politique qui comprend les réalités du Congo et comment on doit le faire. Ce qu'on voit au-dessus là-bas devient des choses personnelles. Ce sont des gens qui se battent pour des positionnements personnels. Le président a déjà donné son discours. Son discours a déjà donné sa vision du Congo. Nous devions passer tout le temps à discuter de ce qu'il a dit qu'il va faire. Comment on va terminer la guerre? Comment on va élever le social de la population? Comment on va faire ceci ou cela? Et les gens devaient se lever en disant, je pense que si nous nous réunissons comme ça, nous allons faire ce qu'on nous attend de faire. Ça ne doit pas être tous les jours quand on lit les... Très rapidement, 5 seulement. Je pense que c'est Mme Aurélia Diana qui va clore ce qui change, mais 5 secteurs que le chef de l'État doit toucher, qui seraient obligés de la réussite de son second quinquennat ici. 5 secteurs où vraiment il y a une... Moi, je pense que vous devez juste lire son programme. Et son programme touche déjà à ces secteurs-là. Et dans son programme, le premier, il commence toujours par la paix. Et la paix, vous savez très bien pour l'avoir. S'il faut faire la guerre, nous devons avoir une
une armée qui est forte. N'est-ce pas? Et donc, le secteur sécurité, hein, c'est le secteur le plus important aujourd'hui. Ça, c'est la première des choses. Deuxième secteur, c'est le secteur de la justice. Pour moi, le simple fait que nous sommes dans un pays où l'impunité est en train de se développer, ce n'est pas bon. Rien ne marchera tant qu'il y a l'impunité. Tout ce que le président cherche à endiguer là, hein, les banditismes, les corruptions, tout ça, tant qu'on n'a pas remis la justice sur les rails, nous allons avoir des problèmes. Ça, c'est une des choses capitales pour notre pays. C'est que nous devons endiguer l'impunité. Le respect des lois, c'est une des choses qui va faire avancer ce pays. La troisième des choses, bien sûr, pour faire tout ça, nous avons besoin de moyens. Nous devons nous concentrer sur les secteurs déjà qui produisent, tels que les mines, pour que nous mobilisons les moyens qui vont nous permettre de diversifier notre économie, puisqu'il faut le faire pour que nous réussissons à maintenir notre économie stable et éviter qu'il y ait des volatilités à tout moment, des prix avec des choses comme par exemple le dollar qui ne fait que monter. Avec le seul secteur de mines et les hydrocarbures, ça ne suffit pas, il faut diversifier l'économie et il faut faire l'agriculture pour que nous ayons bien sûr à un certain moment ce que l'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Et ça demande nécessairement d'amener tout le monde au travail. Tout le monde. On ne peut pas déjà avoir des emplois pour tout le monde dans les secteurs déjà de notre économie tels que les mines, les hydrocarbures, hein, mais on peut créer de l'emploi dans des petits secteurs tels que les PME et bien sûr l'agriculture. Il faut prendre la jeunesse qui cherche l'emploi et lui donner ce travail-là pour que nous relançons les choses. Et donc, la mobilisation de peu de recettes, c'est déjà un début. Avec la justice qui fonctionne de manière à ce que nous endiguons la corruption, nous punissons ceux qui ne respectent pas les lois, hein, et je crois que quand vous lisez nos lois, que ce soit le code minier, la constitution, les lois sur la sous-traitance, les lois sur toutes les lois que nous avons établies, si on les applique, nous allons créer des emplois de gauche à droite et nous allons décoller. En tout cas, ce que nous avons sur vous, nous avons fait une. Vous avez dit que c'est un professeur de Moi, il m'a convaincu. Et je retiens de lui le vouloir de changer le pays, de changer les choses et de demander au chef d'État de passer outre ces configurations politiques-là pour choisir les bonnes personnes qui peuvent le Parce que les compétences, il y en a partout, pas seulement dans les plateformes, dans les partis, mais aussi vers l'album, moi je crois que ça bloque. Donc, vous êtes plein de mener Bon, on va quand même prendre un verre. Ouais.